Aujourd'hui, des milliers de cartes graphiques meurent de chaud dans le monde. Faites le bon geste, mettez-les au frigo. Oh, partez pas si vite là, attention. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de comment refroidir sa carte graphique. Pourquoi? Parce que essentiellement, je suis confronté au problème. Cette petite carte graphique ici a commencé à pas mal chauffer dans mon petit boîtier. Donc je me suis dit, pourquoi pas lui faire un petit traitement, histoire que tout ça s'envole. En plus, qu'il y chauffe du bruit, et vous commencez un petit peu à connaître ma relation avec le bruit. Je le déteste. Donc je profite de tout ça pour vous en faire une petite vidéo, histoire de parler d'undervolting, de repaste, leurs bénéfices, pourquoi les faire, comment les faire, etc. etc. Un peu tout avec les résultats que j'ai obtenus sur ma GTX 1080. D'ailleurs, vous avez très certainement déjà vu la voir en vidéo sur ma chaîne. Donc si ça vous botte d'en apprendre un petit peu sur ça, venez vous asseoir. On est parti. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'une carte graphique ça chauffe dans un premier lieu? Eh bien comme tous les composants informatiques dédiés à faire des calculs poussés et rapides, il dispose d'un processeur qui va prendre deux choses, un signal et une tension électrique, et qui va s'en servir pour faire sa magie. Mais cette magie ici va créer de la chaleur, c'est pour ça qu'on a un refroidissement sur nos cartes, par exemple comme celle-ci. Bon, celui-ci est plutôt énorme pour la puissance de cette carte, mais c'est un refroidissement qui va permettre de garder ça vraiment au frais et permettre au processeur de tourner du mieux possible. Mais par contre, dans tout ce bousin se cachent des choses qui, au fur et à mesure du temps, peuvent mener à une chauffe excessive de votre GPU. Et on les repère généralement avec les symptômes suivants, parce qu'on n'a pas forcément tous un système de monitoring sur notre PC pour voir comment est-ce qu'il va. Soit le GPU va commencer à vous casser les oreilles parce que les ventilateurs sont pratiquement à 100%, soit le GPU va réduire sa fréquence histoire de maîtriser sa chauffe, ce qu'on appelle le throttle, et qui peut donner de bonnes pertes de performance en jeu. J'ai présenté des cas extrêmes ici, mais généralement, ça se fait à une moindre échelle et au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'un GPU qui a été utilisé 5-10 ans sans jamais subir de maintenance aura de moins bonnes performances ou soit une plus grosse chauffe que sa contrepartie qui est toute neuve. Moi personnellement, cette 1080, je l'ai eu il y a 4 ans, donc il était temps de faire un petit peu de maintenance dessus quand même. Comme je le disais juste avant aussi, il y a pas mal de points de faiblesse au niveau du GPU par rapport à sa chaleur. Le premier élément, c'est les ventilateurs. Au fur et à mesure du temps, ils vont s'épuiser, devenir moins efficaces et plus bruyants. L'idéal ici, c'est de réduire un petit peu la vitesse des ventilateurs pour allonger leur durée de vie. Le deuxième point, c'est la pâte thermique, parce que plus elle est vieille, plus elle va être sèche, moins elle va pouvoir conduire de chaleur, et du coup moins ça va être efficace en termes de refroidissement. La changer tous les 3-4 ans permet de regagner les degrés qui ont été perdus. Le troisième point, c'est la courbe fréquence-tension des constructeurs qui est parfois assez agressive. Donc ça permet d'avoir une bonne stabilité, c'est sûr, mais par contre ça fait beaucoup chauffer le GPU. Donc potentiellement ici, votre carte va chauffer pour rien, et ça depuis le début. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les deux derniers points, parce que c'est les plus efficaces pour refroidir votre GPU et qui ne nécessitent pas d'achat un petit peu spécial de matériel. Vous l'aurez compris du coup, l'undervolting et le repaste. Dans un premier temps, on va se concentrer sur quelque chose qu'on peut faire sans rien sortir de notre PC, l'undervolting. Si ce terme est étranger à vous, laissez-moi 2 minutes pour vous expliquer ça. L'undervolting, c'est l'inverse de l'overclocking. On va pas chercher à avoir plus de puissance, on va chercher à avoir pour la même puissance une consommation réduite. Et qui dit moins de consommation, dit aussi moins de chaleur. Ça veut dire que les ventilateurs vont tourner moins vite et par conséquent qu'on aura une carte plus silencieuse. Pour moi et dans le cadre d'un GPU, l'underclocking a toujours été plus intéressant qu'un overclocking, parce que je suis pas à la recherche de la performance ultime, je veux juste que mes jeux tournent au mieux et tout en ayant un système le plus durable et silencieux possible. Et puis si jamais vous voulez faire des tout petits PC avec des composants qui sont très puissants, eh bien l'undervolting va être pratiquement nécessaire ici, histoire que la carte ne frottole pas et que vous perdez en performance. Le dernier avantage, c'est que comme on a moins de tension électrique, la carte consomme moins de watts. Ça permet essentiellement de faire entrer des grosses cartes graphiques ou des gros CPU sur des alimentations qui auraient été peut-être un petit peu limites, et donc être un peu plus confortable ici. Et je vous montrerai un petit peu les gains avec les tests qui arrivent. Si vous souhaitez undervolter votre carte, sachez que c'est pas très complexe, pas besoin d'être sorti de Harvard pour faire ce genre de choses. Il suffit simplement d'avoir des bons logiciels, un peu de connaissances, on touille et vous avez votre undervolting qui marchera très bien. Le premier logiciel qu'on aura besoin, c'est MSI Afterburner. C'est un logiciel qui est à la base fait pour l'overclocking, mais on peut aussi s'en servir pour faire de l'undervolting. À côté, j'utilise aussi GPU-Z, histoire de contrôler un petit peu tout ce qui se passe sur ma carte graphique. Dans Afterburner, vous avez un petit bouton qui s'appelle Curve Editor. Ça va vous ouvrir un panneau permettant de régler la relation entre la fréquence et le voltage qui est associé à celle-ci. Le but ici, ça va être d'avoir le plus de fréquences possible avec le moins de volts. Pensez bien aussi à démarrer un benchmark infini dans le fond, type Unigine
Even ou encore Furmark, le mieux étant Unigine qui colle le plus à la réalité d'utilisation d'un GPU. Donc lancez-le dans le fond, mais gardez-le bien à l'écran histoire d'avoir un petit retour de ce qui se passe en fonction de ce que vous appliquez sur votre undervolting. Personnellement, ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le point le plus haut de la courbe et je mets petit à petit mes points à niveau. Attention, parfois aussi, la courbe va se recalculer un petit peu, donc il va falloir remettre manuellement les petits points là où ils étaient. À un moment, à force de descendre dans les volts, vous allez atteindre le point d'instabilité. Donc le point d'instabilité, on le voit notamment parce qu'il y a des glitches visuels dans le fond ou tout simplement votre benchmark plante. Ça, c'est signe que vous êtes allé trop bas dans les voltages. Mais pas de panique ici, c'est pas bien grave, ça n'a rien fait à votre GPU, il va juste falloir remettre le point où il était avant. J'aurais même tendance à dire aussi rebaisser un petit peu l'avant-dernier, histoire d'être sûr d'être stable. Et bravo, vous avez undervolté votre GPU avec succès. Ça va peut-être nécessiter quelques petits ajustements dans le futur, donc n'hésitez pas à faire tourner des benchmarks, des jeux pendant une période, histoire de voir si tout fonctionne très bien et tout est stable. Et si jamais ça passe pas, on prend le prochain point et on le baisse un petit peu. Pareil que l'overclocking ici, la stabilité se teste au fur et à mesure du temps en fonction de l'usage que vous avez de votre carte graphique. Après ici, on a undervolté pour la fréquence maximale qu'il y avait dans la courbe. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est undervolter pour des fréquences qui sont un petit peu plus basses. Pour ça, pas besoin de le faire un par un sur tous les points. Maintenez simplement votre touche Alt, cliquez sur un point et descendez tout. Vous voyez que la courbe va bouger dans son entièreté. Par exemple, moi sur mon profil 1080, je sais qu'elle peut facilement atteindre les 2 GHz. Mais je préfère être un peu plus bas à 1900 MHz, histoire d'enlever encore plus de volts. Parce que plus on est haut, moins on pourra en enlever. C'est logique. Surtout qu'en sachant que pour ma carte 1900, c'est déjà 170 MHz au-dessus de la spécification de base qui était à 1733 je crois. Donc en soi ici on est un petit peu dans le meilleur scénario possible. On a overclocké tout en consommant moins. On pourrait très bien dire je redescends à 1733 pour consommer encore moins. Mais ça c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Vous pouvez d'ailleurs à ce compte là enregistrer plusieurs profils sur MSI Afterburner histoire de switcher en jeu entre les différents, histoire de voir ce qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez choisi et tout ça est fini, n'oubliez pas de démarrer Afterburner au démarrage de votre PC. C'est un petit réglage dans Afterburner que vous avez juste à cliquer sur un bouton. De cette façon-là, l'undervolt sera directement appliqué au démarrage de votre PC. Cette procédure va marcher sur les GPU de AMD comme ceux de Nvidia. Mais par contre, sur AMD, vous n'avez pas besoin d'avoir MSI Afterburner parce que c'est directement intégré dans Catalyst. Et ça, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de carte AMD, mais il y a Optimum Tech qui a sorti une très bonne vidéo à ce sujet-là. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un undervolt, qu'on a fait notre undervolt, comparons un petit peu les résultats qu'on a avec notre 1080 stock. Pour ces tests, je vais utiliser 4 différents benchmarks qui utilisent un petit peu la carte graphique différemment, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble de ce que ça peut donner. On va retrouver du coup OCCT sur 30 minutes, Furmark sur 30 minutes, Even Benchmark sur 30 minutes, et ensuite une session de jeu d'environ 30 minutes sur Assassin's Creed Valhalla, tout simplement parce que j'avais envie de jouer à ce jeu-là et c'est le jeu auquel je joue en ce moment. Donc autant allier l'utile à l'agréable. Tous ces tests ont bien sûr été faits dans les mêmes conditions et avec les mêmes réglages. Dans ces tests, on va comparer principalement 3 choses: la chauffe du GPU, les vitesses du ventilateur et la consommation de la carte. On commence avec Furmark où on voit que l'undervolt est particulièrement efficace. On perd ici plus de 10 degrés, pareil sur Valhalla en jeu vidéo et sur Even pour la simulation jeu vidéo. Quant à OCCT, c'est seulement quelques petits degrés de différence, mais c'est normal un petit peu avec la nature d'OCCT. On va pas venir pousser les fréquences à fond, mais plutôt d'autres parties de la carte graphique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des tests un petit peu diversifiés pour voir que l'undervolt ou chose comme ça n'est pas toujours efficace dans certaines situations. Concernant la vitesse de ventilateur, on est globalement plus bas à chaque fois, mis à part sur OCCT qui du coup est un petit peu différent comme on l'a vu juste avant. Pour le reste, on est soit à peu près au même niveau, soit en dessous, avec la plus grosse différence étant sur Even avec pratiquement 300 RPM. Donc globalement ici sur du rendu vidéo, on est sur des choses qui sont moins chaudes et qui font moins de bruit. Pour ce qui est de la consommation de la carte graphique, on est encore une fois bien en baisse ici avec des différences de 60 à 40 watts. On voit aussi le même scénario pour OCCT se répéter où il n'y a pas forcément de différence ici avec de l'undervolting et pas d'undervolting. Comme on a pu le voir, du coup, l'undervolting fait très bien son travail ici. Mais il y a une autre chose qu'on peut changer aussi, c'est la pâte thermique. Si votre carte graphique est suffisamment vieille, il y a beaucoup de chances pour que celle-ci soit assez sèche et ne conduise pas efficacement la chaleur. Par contre, attention ici, ne le faites pas sur un GPU qui est récent ou tout neuf. Tout simplement parce que vous allez sortir de votre garantie. Vous savez, il y a un petit sticker sur l'arrière des vis ici. Voilà, on le voit par exemple là. Clac, il y a un petit sticker à ce niveau-là. Et ça va vous faire sortir de votre garantie. En plus de ça, vous n'allez pas avoir forcément beaucoup d'avantages à ça parce que vous allez gagner peut-être 1 ou 2 degrés si vous changez la pâte thermique par une bonne pâte thermique. Donc le repaste ici, c'est mieux si vous avez acheté un GPU d'occasion qui est assez vieux ou que votre GPU a fait quelques années maintenant. Et pas de panique si vous ne l'avez pas fait avant ou vous n'êtes pas du tout technique. C'est quelques vis à enlever, un petit peu de nettoyage. Si on est suffisamment doux et qu'on fait attention, ça se passera très bien. Alors pour changer la pâte thermique de notre carte graphique, c'est relativement simple. Avant de commencer quoi que ce soit, assurez-vous d'avoir à portée de main les choses suivantes.
Un peu de sopalin pour enlever la pâte thermique sur le GPU, de l'alcool isopropyl ou des lingettes imbibées d'alcool qui vont permettre de bien nettoyer la surface et faciliter le nettoyage si jamais la pâte thermique est sèche. Un tournevis pour pouvoir démonter la carte, un petit bol pour stocker les vis, et la pâte thermique aussi. Sinon vous serez bien embêté je pense. Pour séparer le refroidissement du GPU, généralement on va avoir besoin d'enlever seulement ces 4 vis ici. Cependant sur certains GPU, il est possible que le refroidissement soit attaché au PCB à plusieurs endroits. Donc si jamais le refroidissement ne se décroche pas en appuyant un petit peu dessus, essayez d'enlever les autres vis et de recommencer. Si jamais vous vous sentez vraiment pas à l'aise et que le refroidissement ne se décroche pas, n'hésitez pas à aller voir des guides sur internet de démontage de votre carte graphique. Généralement on en trouve à peu près pour tous les modèles. Généralement tout ça demandera un petit peu de force histoire de décoller la pâte thermique qui est potentiellement séchée et les pads qui ont bien adhéré. Par contre n'arrachez pas le refroidissement d'un coup, faites-le doucement parce qu'il y a des pads thermiques en dessous et si jamais vous les déchirez, vous allez devoir les changer. En plus il y a aussi des connecteurs pour les ventilateurs. Si jamais vous cassez ça, là ça va être compliqué de faire tourner votre carte. Avec juste un petit peu de délicatesse ça devrait suffire. Et même moi qui suis pas du tout délicat, mais alors pas du tout, j'y suis arrivé sans trop de problèmes. Donc vous en faites pas, vous y arriverez. Et là comme on peut le voir sur ma carte, la pâte thermique est toute sèche donc peu efficace. Il était donc temps de la changer. À partir de ce moment-là, il va falloir nettoyer le refroidissement et le GPU. Utilisez la lingette imbibée d'alcool histoire de bien décoller cette pâte thermique qui est toute sèche. Finissez en passant un coup de sopalin pour absorber l'alcool et la pâte thermique qui reste. Et hop, voilà, on est prêt désormais à ajouter notre propre pâte thermique. Par contre ici, ne soyez pas radin, pour les GPU, c'est mieux trop que pas assez. Personnellement, j'aime bien courir le die pour m'assurer que tout est en contact. Parce que là, le refroidissement va être au contact direct du GPU. Au contraire, par exemple, sur nos CPU où il y a un IHS entre les deux. Donc si jamais c'est pas rempli à 100%, c'est pas très grave. Mais là, sur notre GPU, on veut absolument que ce soit rempli à 100%. Donc mettez-en un petit peu partout sans faire bien sûr un trop gros pâté. Moi personnellement, j'utilise la pointe pour étaler parce que j'ai la flemme de le faire avec mes doigts parce qu'il faut se nettoyer après. Mais vous pouvez bien sûr le faire vous-même avec vos doigts. Attention aussi à la pâte thermique que vous utilisez, il faut qu'elle soit non conductrice. Sinon, ça peut créer des courts-circuits si jamais la pâte s'étale un petit peu trop loin. Généralement, c'est écrit sur la boîte et si jamais c'est pas écrit, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du constructeur si jamais vous êtes vraiment pas sûr. À partir de là, on peut rebrancher tous les câbles ventilateurs et RGB et refermer notre carte graphique. Assurez-vous par contre d'être aligné avec les 4 trous quand vous la retournez pour visser. Ensuite, c'est de la visserie, assurez-vous simplement de ne pas trop les serrer pour ne pas abîmer le PCB. Arrêtez-vous quand ça force un petit peu et tout ira bien. Si jamais vous l'avez pas suffisamment serré, vous allez avoir des températures qui sont pires qu'avant, tout simplement parce que ça fait pas contact correct avec le GPU. Il y a un petit gap ou un petit truc comme ça qui fait que ça ne marche pas. Donc vous serez vite au courant de votre problème. Et avec ça, on remet un petit coup de tournevis et ça marchera très bien. Pareil que tout à l'heure avec les mêmes tests, on va voir si le repaste a eu un effet bénéfique pour nous ou pas du tout. Attention par contre ici, j'ai pas mis l'undervolting en place, juste pour voir le bénéfice qu'on a à changer notre pâte thermique. Après le repaste de la carte, on voit qu'à peu près les températures sont pratiquement les mêmes, à 1 ou 2 degrés des températures qui étaient avant le repaste. Ça peut paraître assez bizarre, mais vous allez voir que la réponse se situe dans le prochain graphique. On voit par contre que la vitesse des ventilateurs, elle, a été bien impactée, avec plus de 100 RPM de différence pour chaque élément. Et encore une fois, Even, ici, qui est le plus gros changement avec plus de 300 RPM. Ça nous indique donc que même si la carte ne chauffe pas moins, elle est plus silencieuse pour les mêmes températures, ce qui est donc une bonne nouvelle. Si jamais on voulait avoir quelque chose qui était moins chaud, il nous suffirait de remonter la courbe des ventilateurs pour atteindre 1620, 1311, 1650 ou encore 1520 comme c'est présent avant le repaste. Pour finir, on va appliquer l'undervolt sur notre carte repaste, histoire de voir le résultat final de tous nos efforts. Pour ce qui est des températures GPU, je vous ai mis aussi l'undervolt avant le repaste, histoire de voir comment est-ce que ça évolue après le repaste. Donc dans un premier temps, pour Furmark, on peut voir que la situation évolue un petit peu. On vient grappiller encore quelques petits degrés à ce niveau-là. Pareil pour Valhalla, on vient grappiller 3-4 petits degrés. Even, pareil, 3 petits degrés. Et au CCT, on gagne quand même quelques degrés par rapport à tout ça. Par contre, si on gagne pas beaucoup entre les différents undervolts, la comparaison avec la version de base fait vraiment plaisir. Pour Furmark, on a plus de 17 degrés de différence. Pour Valhalla, on est sur 18 degrés de différence. Even, 15 degrés de différence. Et au CCT, ça reste à peu près la même chose. Mais bon, ça, comme on l'a vu tout à l'heure, on s'attendait à ces résultats-là. Si on passe sur la vitesse des ventilateurs, on est descendu à peu près de partout, d'à peu près 100 RPM. Mis à part, encore une fois, au CCT, qui est fidèle à lui-même et qui ne change pas vraiment sa vitesse de ventilation. En termes de ventilation, c'est une très belle conclusion parce que non seulement on est moins chaud, mais en plus on fait moins de bruit. Donc vraiment nickel. Si on regarde un petit peu au niveau de la consommation de la carte graphique, on est au niveau du premier undervolt, tout simplement parce que changer la pâte thermique ne va pas changer la consommation de la carte graphique. Il y a certains moments où ça remonte un petit peu, mais ça reste tout de même dans la marge d'erreur.
Et il n'en reste que dans la plupart des scénarios, on a une belle réduction de la consommation de la carte graphique. Alors après le repaste et l'undervolt, les résultats sont plutôt impressionnants, on peut gagner jusqu'à pratiquement 18 degrés sur notre GPU. En plus de ça, il est beaucoup plus silencieux et on n'a perdu absolument aucune performance. Comme on a pu le voir dans les résultats, en fonction de ce que vous faites, le repaste peut apporter plus ou moins d'avantages. Dans mon cas à moi, la pâte thermique devait être tout de même suffisamment humide pour transmettre un petit peu de chaleur et faire son travail assez décemment. Mais quand elle est vraiment sèche, c'est une réelle différence qui va s'opérer. Donc pour moi, si votre GPU chauffe, la première chose à faire, ce serait de l'undervolter, histoire de voir si ça vous satisfait au niveau des températures et du bruit. Et si ça ne règle pas votre problème de chauffe, vous allez devoir passer à l'étape repaste et du coup ouvrir votre GPU. Par contre, je tiens à vous notifier du fait que tous les GPU ne sont pas créés égaux. Au même titre que l'overclocking, avec deux cartes de la même marque, exactement du même modèle, vous allez avoir deux performances différentes. L'une va pouvoir aller plus loin en fréquence avec moins de voltage et l'autre potentiellement, ça va être une patate. Pour l'undervolting, une bonne carte va pouvoir descendre plus loin dans les tensions tout en ayant une fréquence plus haute et une carte un peu moins bonne va avoir ce ratio qui est un petit peu réduit. Donc si vous trouvez une personne qui a undervolté aussi son GPU, potentiellement vous n'allez pas pouvoir atteindre les mêmes résultats ou soit vous allez atteindre des résultats qui sont meilleurs. Ça dépend vraiment de votre GPU. La dernière petite touche que j'ajouterais, ce serait une petite courbe de ventilation sur Afterburner, histoire de réduire la vitesse des ventilateurs, quitte à faire chauffer un petit peu plus la carte, mais c'est pas grave, on a un petit peu de marge ici. On peut très bien s'imaginer avoir un maximum à 1100 RPM ou 1200 RPM, rendant cette carte pratiquement inaudible. Après, si vous êtes très content comme ça, pas besoin de le changer. Donc voilà, je suis plutôt content des réductions de température qu'on a eu sur cette carte. Après, c'est les cartes Nvidia Pascal, elles sont plutôt connues pour être de bonnes undervolteuses, donc je suis pas trop étonné là-dessus. Donc bon, si vous ne connaissez pas l'undervolting, je vous conseille vivement d'essayer parce que sur un PC de jeu qui est utilisé quotidiennement, avoir des composants qui chauffent moins et qui font moins de bruit, c'est très appréciable. Avant de partir, dites-moi si ça vous intéresse que dans une prochaine vidéo, on fasse l'undervolting de cette carte. Le but étant de ne pas faire tourner ces ventilateurs-là et de la refroidir passivement, parce que voilà, il y a quand même quelque chose d'assez massif là-dessus et c'est stupidement gros pour une 3060. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!